En 2009, une fonctionnaire québécoise a une habitude simple. Quand elle quitte son travail à la nuit tombée et doit traverser seule le parking mal éclairé des lieux, elle téléphone à son copain, juste pour se rassurer, le temps d'arriver jusqu'à sa voiture. Sauf qu'un soir d'octobre, allez savoir pourquoi, elle ne le fait pas. Cette décision va déclencher une série d'événements choquants et révéler l'existence d'un prédateur que personne n'avait vu venir. Parce que dans l'ombre de ce parking, quelqu'un attendait qu'une femme passe. Quelqu'un qui a patienté des heures, à observer, à planifier son crime, pour finalement fondre sur sa proie. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle n'est pas la première victime. Bonjour à tous, je suis le Cogitaire, bienvenue pour cette nouvelle affaire criminelle où tu vas voir que même jusqu'au Canada, on nous fout pas la paix. D'ailleurs, tu vas voir que c'est aussi grâce à la vidéosurveillance que l'affaire du jour a pu faire un grand pas en avant. Bon, la surveillance c'est bien dans ce cas-là et tout le monde est d'accord, sauf que si c'est pour surveiller les nudes que t'envoies, les discours un peu limites que tu tiens avec tes amis ou tes commandes Uber Eats bien grasses, là, on est moins d'accord. Et pourtant, je sais qu'il y en a plein parmi vous qui n'utilisent pas de VPN pour cacher leurs traces et leurs données. Bon, ça tombe bien. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CyberGhost VPN. CyberGhost VPN est une excellente solution pour te protéger. C'est pas moi qui le dis, ce sont les plus de 38 millions d'utilisateurs et les plus de 20 000 personnes qui ont noté ce VPN comme excellent sur Trustpilot avec une note quasi parfaite. Et moi aussi, je l'ai noté excellent puisque j'utilise CyberGhost VPN depuis plus de 3 ans maintenant. Combien de fois ils m'ont sauvé la mise quand je voulais aller sur des sites... Bon, c'est pas le sujet. Bref, un VPN c'est essentiel pour protéger ta vie privée numérique parce que tu n'es pas protégé de base, même en mode incognito. Ton fournisseur d'accès à internet, le service informatique de ton école ou de ton entreprise, le routeur Wi-Fi de ton domicile et même les sites web que tu visites savent toujours qui tu es et suivent tes moindres faits et gestes. Et si tu vas sur un réseau Wi-Fi public, tu offres sur un plateau d'argent tes mots de passe, tes coordonnées bancaires, toutes tes infos personnelles. Le bouclier à ces intrusions dans ta vie privée, c'est CyberGhost VPN. Ce VPN crypte et redirige 100% de ton trafic via des serveurs sécurisés, de sorte que personne ne connaisse rien de ton activité en ligne. Ça se fait en 2 clics et CyberGhost possède 11 000 serveurs dans plus de 100 pays, prêts à répondre à tous tes besoins. J'ai tellement économisé d'argent avec ce VPN que j'ai pu réaliser mon rêve de gosse, de payer ma taxe foncière. Ça fait plaisir. Avec CyberGhost, tu peux changer ta localisation, tu peux aussi débloquer les bibliothèques de plus de 40 plateformes de streaming telles que Netflix, Amazon Prime et plein d'autres encore. Mais si t'aimes les animés, la nouvelle saison de Jujutsu Kaisen sort en novembre, les films d'auteur comme Avengers ou le sport parce qu'il y a une Coupe du Monde en 2026, tu n'auras plus aucun programme géorestreint. L'application est disponible pour tous les systèmes d'exploitation et peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps pour toi. Et oui, tu peux partager ton abonnement avec du monde et c'est forcément intéressant. Ne rate surtout pas l'offre exclusive pour toi avec le lien dans ma description. 83% de réduction immédiate et 4 mois gratuits pour un abonnement qui revient à 2,03€ par mois. En plus, c'est sans risque, il y a une garantie de remboursement de 45 jours et un accès au support client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Protège-toi maintenant avec mon lien en description. Allez, on commence. En ce début d'automne 2009, Natacha Cournoyer mène une vie que beaucoup qualifieraient d'ordinaire, dans le bon sens du terme. À 37 ans, cette résidente de Piémont dans les Laurentides a construit sa vie autour de 3 valeurs simples. Le travail, la famille et l'amour. Ah bah c'est bien, ça change, parce qu'en général c'est plutôt alcool, sexe et drogue sur cette chaîne. Mais attention, on n'est qu'au début de la vidéo, ça peut encore venir. Natacha est fonctionnaire. Elle travaille depuis 4 mois à Laval, en tant qu'agente de communication pour le Service correctionnel du Canada, une administration pénitentiaire. C'est une femme consciencieuse et serviable, sur qui on peut compter. Natacha n'aime pas les conflits, au point de n'avoir jamais eu d'ennemis. Pour résumer, c'est une personne sans histoire. Il faut dire qu'elle a eu la chance de grandir dans une famille unie et aimante. Jean-Claude et Louise, ses parents, sont issus du milieu ouvrier, mais ils ont tout fait pour offrir une belle vie et une bonne éducation à leur fille unique. Le père de Natacha était marin et régulièrement appelé à s'absenter pour de longues périodes. Durant son enfance, elle est donc souvent restée seule avec sa mère qui ne travaillait pas, pour pouvoir s'occuper d'elle. Louise et sa fille ont toujours été particulièrement soudées. Et c'est d'autant plus vrai depuis qu'elles ont traversé ensemble l'une des pires épreuves qui soit, un décès. Celui de Jean-Claude. Le père de Natacha s'en est malheureusement allé plus tôt dans l'année, le 11 mars 2009, des suites d'une maladie cardiaque à l'âge de 78 ans. Ce drame a évidemment plongé Louise, son épouse de très longue date, dans un profond chagrin. Très proche de sa mère endeuillée, Natacha se sent investie d'une forte responsabilité envers elle, depuis ce tragique événement.
Elle multiplie les visites, les appels téléphoniques et essaie de l'aider à traverser au mieux cette étape difficile. Elle fait passer Louise avant tout, même si sa propre vie est compliquée depuis un moment. Parce qu'après la mort de son père survenue en début d'année, elle doit également gérer des problèmes de couple. Depuis près de 5 ans déjà, elle entretient une relation tumultueuse avec Michel Trottier, un homme de 32 ans qu'elle a rencontré en 2004, après l'échec de sa première relation. Leur histoire d'amour est semblable à des montagnes russes. Elle est faite de ruptures et de réconciliations, constituée de hauts et de bas constants. Une instabilité relationnelle qui pèse sur Natacha, déjà affligée par le deuil. Et comme si cette période n'était pas assez éprouvante, les démarches administratives liées au décès de son père s'éternisent, ajoutant encore du stress à son quotidien. C'est justement pour en finir avec l'une d'entre elles qu'elle a prévu de prendre un jour de congé, le 2 octobre 2009. Ce jour-là, elle doit accompagner sa mère, tenue de choisir une pierre tombale. Alors, pour avoir l'esprit pleinement libre le lendemain, Natacha décide de rester plus tard au bureau le 1er octobre. Elle tient à terminer tout ce qu'elle a sur le feu pour pouvoir affronter sereinement cette journée qui s'annonce déjà difficile pour elle et sa mère. Natacha est d'ailleurs toujours au boulot quand elle reçoit un appel de Louise, vers 19h. Au téléphone, les deux femmes discutent brièvement du programme du lendemain. Elles conviennent de se retrouver dans la matinée pour sortir déjeuner ensemble au restaurant. Suite à quoi, elles se rendront chez le marbrier. Après avoir raccroché, Natacha reste encore un moment sur son lieu de travail, qu'elle est l'une des dernières à quitter. C'est à 20h passées qu'elle sort finalement du complexe de bureaux Place Laval, pour traverser le parking d'un pas pressé, sac sur l'épaule et clé en main. Alors en vrai, il n'y a aucun patron au monde qui arriverait à me faire rester jusqu'à 20h à mon poste de travail. Le seul moyen pour que ça arrive, ce serait qu'il place mon cadavre devant le bureau. Bref, la Mazda 3 de la fonctionnaire est garée au fond, loin de l'entrée principale, dans un endroit assez mal éclairé. Un problème d'éclairage justement qui a tendance à être assez anxiogène pour Natacha quand elle sort tardivement du travail et qu'il n'y a personne avec elle. Elle décide parfois même d'appeler Michel pour se rassurer, le temps d'arriver jusqu'à son véhicule. Mais ce soir-là, elle ne le fait pas. Une décision qui va faire basculer le cours de sa vie. Plus tard dans la soirée, Louise et Michel essaient tous deux de joindre Natacha sans y parvenir. Son téléphone sonne dans le vide et elle ne retourne aucun des appels ou messages qui lui sont laissés. La mère de Natacha, tout comme son compagnon, le savent. Elle n'est pas du genre à ignorer volontairement ses proches. Si elle ne leur répond pas, c'est qu'elle n'en a pas la possibilité. Mais pour quelle raison? Natacha est censée être chez elle. Ce silence n'a donc aucun sens. Michel et Louise commencent à s'inquiéter, au point de finir par se téléphoner directement. D'un commun accord, ils décident toutefois d'attendre le jour suivant pour voir si Natacha donne d'elle-même des nouvelles entre-temps. Le 2 octobre, en début de matinée, Louise attend sa fille. Natacha doit passer chercher sa mère vers 9h. Seulement, elle ne se montre pas. La peur au ventre, Louise voit 10h, puis 11h passer sans recevoir le moindre signe de sa part. Natacha n'a en réalité contacté personne depuis son départ de Place Laval la veille au soir. En fin de matinée, Michel décide de passer chez sa compagne, à Piémont. Mais elle n'est pas là. Dans l'après-midi, il se rend donc sur le lieu de travail de Natacha, en espérant qu'il va la trouver là-bas et qu'il y a simplement eu un malentendu. Malheureusement, elle n'est pas au bureau et ses collègues confirment à Michel qu'elle est bien censée être en congé ce jour. Une situation des plus étranges, étant donné que le véhicule de Natacha est toujours stationné sur le parking de l'immeuble. C'est à ce moment que l'homme comprend que quelque chose de grave est peut-être arrivé à la femme qu'il aime. À 17h20, il compose alors le 911 pour signaler sa disparition, sans savoir que cet appel va déclencher l'ouverture d'une vaste enquête. Des dizaines de personnes vont être mobilisées, avec pour seul objectif de trouver la réponse à l'unique question qui compte actuellement: où est Natacha Cournoyer? Quand Michel appelle les services d'urgence pour signaler la disparition de Natacha, l'inquiétude qui étreint sa voix n'échappe à personne au centre d'appel. Des agents de police de Laval sont donc rapidement envoyés sur les lieux. Ils arrivent sur le parking de Place Laval moins de 20 minutes après, et y trouvent Michel accompagné de la meilleure amie de Natacha. Plusieurs de ses collègues du Service correctionnel du Canada, rongés par l'angoisse, sont également sortis de l'immeuble. L'atmosphère est très tendue, parce que parmi ceux qui connaissent Natacha, personne ne parvient à croire qu'elle ait pu disparaître volontairement. En inspectant son véhicule, les policiers remarquent des traces de frottement sur la portière avant côté conducteur, et des égratignures sur la portière arrière du même côté. Il note également la présence d'un pic dans le gravier, au sol, comme si quelqu'un avait donné un coup de talon à cet endroit. Toutes ces marques semblent anormales, pour ne pas dire suspectes.
et elles intriguent immédiatement les agents qui font venir un spécialiste. Le but étant de parvenir à déverrouiller la voiture sans l'endommager. Quand les portières s'ouvrent, tout le monde retient son souffle, craignant que le corps de Natacha ne soit dans le coffre. Mais ce n'est pas le cas. Une découverte à la fois rassurante et inquiétante. Rassurante parce qu'il n'existe aucune preuve indiquant que Natacha est blessée ou pire. Inquiétante parce que ça signifie qu'elle a probablement été emmenée ailleurs contre sa volonté. Alarmés, les agents appellent immédiatement des renforts. Dans la soirée du 2 octobre, un poste de commandement est installé sur le parking de Place Laval. Les enquêteurs savent que les premières heures sont cruciales dans ce type d'affaires, parce que plus le temps passe, plus les chances de retrouver la victime vivante diminuent. Dès le départ, ils demandent à consulter les relevés téléphoniques de Natacha, qui montrent qu'elle a quitté la zone. Une tour cellulaire située à Pont-Viau a capté un signal émis par son portable le 1er octobre de 21h à minuit. Un autre signal a été capté le 2 octobre à 7h30 par une tour située à proximité du pont Papineau, à moins de 2 km de la première. Le téléphone s'est vraisemblablement déchargé par la suite, parce qu'il a totalement cessé d'émettre. Dès le 3 octobre, dans la matinée, un maître chien est dépêché aux alentours de Place Laval. Mais il n'y trouve aucune trace de Natacha, ou même de son portable. Dans les heures qui suivent, l'affaire commence à faire la une des journaux locaux. La photo de Natacha est placardée partout et diffusée sur les réseaux sociaux. Toute la région de Laval découvre le visage de cette fonctionnaire qui s'est volatilisée dans des circonstances mystérieuses. Plus de 40 policiers sont mobilisés pour effectuer des battues et des dizaines de bénévoles se joignent à eux, aidés par les proches et des collègues de Natacha. Un hélicoptère de la Sûreté du Québec, la police provinciale, survole lui aussi la région à la recherche du moindre indice. Le véhicule, le domicile et même le bureau de Natacha à Place Laval sont consciencieusement fouillés. Mais ça ne donne rien. Tous ceux qui fréquentent la disparue de près ou de loin sont interrogés. Cependant, aucun d'eux n'a l'air de savoir quoi que ce soit. Le seul qui est soupçonné par les enquêteurs, c'est Michel, le compagnon de Natacha. Il est donc questionné plus longuement que les autres. Bref, les policiers veulent connaître tous les détails de sa relation avec Natacha et comprendre ce qui a provoqué leurs disputes les plus récentes. Autrement dit, ils cherchent à savoir s'il y a eu des menaces ou de la violence domestique dans le couple. Dès le départ, Michel coopère pleinement. Il admet que sa relation avec Natacha traverse effectivement une nouvelle période difficile depuis un moment, mais jure qu'il ne sait absolument pas ce qui lui est arrivé. Seulement, grâce à un email envoyé par Michel et au témoignage des amis de sa conjointe, les autorités savent que peu avant de disparaître, elle envisageait de le quitter. Et pour de bon, cette fois. Comme on le sait, c'est parfois largement suffisant pour que certains décident de massacrer leur partenaire. Sauf que Michel ne change pas sa version. Il affirme que le 1er octobre au soir, il regardait le hockey, seul chez lui. Et ajoute qu'il est tout à fait disposé à passer un test polygraphique pour prouver sa bonne foi. Il semble en réalité vraiment désespéré par la situation. Il s'investit à fond dans les recherches et maintient l'attention sur l'affaire en tenant les journalistes informés des avancées. En bref, son comportement ne ressemble pas tellement à celui d'un coupable qui chercherait à dissimuler quelque chose. Ce qui va apporter une première piste solide aux enquêteurs, ce sont les enregistrements des caméras de surveillance qu'ils visionnent le 4 octobre. Sur ces derniers, on peut voir Natacha sortir de l'immeuble à 20h09 le 1er octobre. Mais une poignée de minutes plus tard, elle disparaît dans une zone d'ombre située juste à côté de son véhicule. Une observation cohérente avec les traces qui ont été retrouvées sur la voiture, mais aussi au sol, tout près. Serait-ce la preuve que quelqu'un l'a enlevée sur ce parking ce soir-là ? Grâce aux images de vidéosurveillance, les policiers remarquent un autre détail qui les pousse à le craindre. À 18h35 le même jour, un monospace s'est garé sur le parking, juste à côté de la Mazda 3 de Natacha. Le véhicule est resté là jusqu'au soir, et il y était encore quand elle a quitté le travail. Comme par hasard, ses phares se sont allumés et il s'est éloigné quelques minutes seulement après le moment où l'on perd la trace visuelle de Natacha. Malheureusement, la qualité des images filmées par les caméras ne permet pas de distinguer la plaque d'immatriculation, ou même le modèle du monospace en question. Alors, qui est le propriétaire de ce mystérieux véhicule ? Le 3e jour des recherches, un dénommé Sylvain Garon contacte la police pour livrer un témoignage d'une importance capitale, qui leur donne un indice. Il raconte que le soir du 1er octobre, il promenait le chien de son voisin sur les sentiers du bois qui jouxtent le parking de Place Laval, quand il a remarqué quelque chose d'étrange. Vers 19h30, Sylvain a vu un homme au comportement très suspect guetter une joggeuse et commencer à la suivre. Cette dernière avait des écouteurs
et ne s'est rendu compte de rien. L'individu n'a heureusement pas réussi à la rattraper. Et en voyant Sylvain, il a rapidement quitté le sentier pour rentrer dans les bois. Le témoin n'a pas vu le visage de cet homme. Il faisait déjà un peu sombre et il avait une capuche sur la tête. Mais sa déclaration permet aux enquêteurs de réaliser que c'est probablement un prédateur expérimenté qu'ils recherchent. Quelqu'un qui a passé des heures à observer les lieux avant de passer à l'acte. Cette révélation change complètement l'orientation de l'enquête et confirme ce que tout le monde redoutait. Il n'y a plus de doute à avoir. Natacha a bel et bien été enlevée. Mais où cet homme l'a-t-il emmenée? Et est-elle seulement encore en vie? C'est le 6 octobre 2009 que l'une de ces questions trouve enfin une réponse. Ce jour-là, une employée col bleu de la ville de Montréal travaille dans le secteur de Pointe-aux-Trembles, près d'une rampe de mise à l'eau pour bateaux. Pour les non-québécois, une employée col bleu est une employée municipale affectée aux travaux manuels ou techniques. Il est environ midi et elle cherche un endroit adéquat pour pouvoir se soulager discrètement pendant sa pause déjeuner. Quand une vision d'horreur s'offre à elle. Un corps de femme pieds nus gît face contre terre en bordure d'un bosquet situé à côté d'un pylône d'Hydro-Québec. Suite à cette macabre découverte, elle alerte immédiatement les autorités et en quelques minutes, la police de Montréal débarque sur les lieux. Le secteur est rapidement bouclé, puis sécurisé. Les premiers arrivants ne se précipitent pas et ne retournent pas le corps, préférant attendre l'arrivée de la police scientifique afin de ne pas contaminer d'éventuelles preuves. Mais déjà, plusieurs indices laissent peu de place au doute. Les vêtements, la couleur de cheveux et la morphologie de la victime, tout laisse penser que ce corps est celui de Natacha. Et le lendemain, le 7 octobre, le médecin légiste en donne officiellement la confirmation. Le corps de femme découvert à Pointe-aux-Trembles est bien celui de Natacha Cournoyer. Cette déclaration fait l'effet d'une bombe dans la région de Laval et de Montréal, parce qu'après 5 jours d'espoir et d'angoisse, tout le monde espérait des nouvelles différentes. Peu après, au cours de la même journée, des agents trouvent les morceaux de différentes cartes appartenant à Natacha dispersés dans l'herbe, en bordure de l'autoroute 19. Cette découverte confirme que l'homme qui a enlevé Natacha a quitté Laval en l'empruntant et qu'il s'est débarrassé de ses effets personnels sur le trajet. Les autorités ne cherchent plus un simple ravisseur. Il leur faut maintenant identifier et arrêter un meurtrier. Le 14 octobre, soit 8 jours après la découverte du corps, Michel passe un test polygraphique dont les résultats sont sans appel. Depuis le départ, il dit la vérité et n'est pas impliqué. Les enquêteurs rayent donc définitivement son nom de la liste des suspects et concentrent tous leurs efforts sur la recherche du véritable coupable. Sauf que si Michel n'est pas responsable de la disparition de Natacha, alors qu'il est, parce que rien ne semble s'orienter vers les proches de la jeune femme. Les policiers comprennent qu'ils viennent d'entamer une course contre la montre, en même temps qu'une chasse à l'homme, pour interpeller un dangereux criminel qui cherche probablement déjà sa prochaine victime. L'autopsie pratiquée par le docteur André Bourgault révèle progressivement l'ampleur des sévices subis par Natacha. La victime est morte d'asphyxie par strangulation, mais avant d'être étranglée, elle a enduré un véritable calvaire. L'état de décomposition déjà avancé de la dépouille de Natacha empêche le médecin légiste de déterminer avec précision tous les détails de ses tortures. Ce qui est sûr, c'est que 8 ou 9 coups d'une grande violence lui ont été portés au visage, vraisemblablement avec un objet contondant. Son nez a été fracturé et ses yeux étaient enflés au moment de sa mort. Mais ce ne sont pas les seules blessures qu'on lui a infligées. Le médecin légiste découvre des marques de ligature sur les poignets et les chevilles de Natacha, ce qui veut dire qu'elle a été attachée, probablement pendant des heures, avec des cordes ou des sangles. D'autres blessures présentes aux commissures de ses lèvres et autour de sa bouche indiquent qu'elle a également été bâillonnée. Son agresseur ne voulait pas qu'elle puisse crier ou appeler au secours. Il a donc pris toutes les précautions nécessaires pour la maintenir sous contrôle. Et ce, dans un but précis. Natacha a subi plusieurs agressions sexuelles violentes. L'examen de son corps ne laisse aucun doute à ce sujet. Elle a été violée de manière répétée et brutale. Heureusement, si on peut dire ça comme ça, le meurtrier a laissé du sperme à plusieurs endroits du corps de sa victime, notamment dans sa bouche. Et qui dit sperme, dit ADN. Un élément capital dans ce cas. Parce que tout laisse à penser que le meurtrier de Natacha a déjà commis ce type d'agression. La méthodologie utilisée, la préméditation évidente, la connaissance des lieux, il semble qu'il ne s'agisse pas d'un crime occasionnel. Le corps de Natacha a été abandonné dans un endroit très spécifique,
un secteur industriel peu fréquenté de Pointe-aux-Trembles qui n'a pas été choisi au hasard. Il faut connaître cette zone de l'est de Montréal pour savoir qu'elle est déserte la nuit, et surtout qu'il y a peu de chances que quelqu'un passe par là. Bon, en l'occurrence, le mec a mal calculé son coup. En plus, il s'est simplement débarrassé du corps de Natacha sans même tenter de le dissimuler. Pour lui, elle n'était qu'un objet bon à jeter après usage. Tandis que l'analyse des preuves ADN suit son cours, les enquêteurs essaient de recueillir le maximum d'éléments et s'intéressent aux caméras de surveillance de l'autoroute 19. Les enregistrements fournis par le ministère des Transports ne permettent pas d'identifier le véhicule du ravisseur. Mais ils confirment le passage de plusieurs monospaces dans la nuit du 1er au 2 octobre. Et l'un d'eux retient particulièrement l'attention des policiers. On le voit passer sur l'autoroute vers 22 h, le 1er octobre, en direction de Montréal, puis repasser dans l'autre sens après 2 h du matin, le 2 octobre. Une fourchette horaire qui correspond parfaitement à celle durant laquelle l'enlèvement et l'abandon du corps de Natacha se sont supposément produits. Plus que jamais désireux de lever le voile sur l'identité du coupable, les policiers commencent à éplucher les listes des délinquants sexuels de la région. Ils s'intéressent tout particulièrement aux hommes qui ont été condamnés pour des faits similaires, et en interrogent même quelques-uns à la mi-octobre. Sauf que tout ça prend un temps considérable, parce que la liste à dégrossir est vraiment très longue. Eh oui, les prédateurs capables d'agresser sexuellement, de violenter des femmes, sont loin d'être une espèce en voie de disparition. Par chance, l'analyse de l'ADN, trouvée sur le corps de Natacha, est rapidement menée à bien. Et une fois les résultats obtenus, ils sont immédiatement entrés dans la Banque nationale de données génétiques. Cette banque contient l'ADN de tous les délinquants condamnés au Canada depuis 2000, ainsi que celui de toutes les personnes arrêtées pour avoir commis des crimes graves. Si l'agresseur de Natacha a déjà eu affaire à la justice, comme le croient les policiers, son profil génétique devrait s'y trouver. Le 5 novembre 2009, soit près d'un mois après la découverte du corps de Natacha, ils obtiennent enfin un résultat. Et c'est celui auquel ils s'attendaient. Une correspondance a été trouvée dans la banque de données génétiques. Le meurtrier recherché est bien fiché dans le système. Cet homme s'appelle Claude Larouche. Il a 48 ans, travaille comme menuisier et réside dans le quartier Donetsk à Montréal. Son ADN a été enregistré dans la banque de données en 2005, des suites d'une condamnation pour tentative d'enlèvement sur une fillette de 9 ans. Certains des enquêteurs assignés à l'affaire du meurtre de Natacha l'ont même déjà questionné le 16 octobre. Cependant, à ce moment, il n'avait aucune preuve permettant de l'arrêter, ou même de le suspecter. À présent, il y a une correspondance ADN, et elle est indiscutable. Claude Larouche est bien l'homme qui a enlevé et tué Natacha Cournoyer. Les autorités tiennent enfin leur meurtrier, et c'est sans attendre qu'elle se dirige vers son domicile pour l'appréhender. Le soir du 5 novembre 2009, vers 23h15, Claude est déjà au lit quand on frappe violemment à sa porte. Le genre de coup qui indique que c'est pas un groupe de témoins de Jéhovah ou un type uniquement là pour tenter de vous vendre une assurance. Bon, de toute façon, si un inconnu essaie de vous faire signer un contrat à 23h, je vous déconseille de le faire parce qu'il doit y avoir des clauses bizarres là-dedans. Et si c'est pas le contrat qui est bizarre, c'est le mec qui toque à cette heure-ci. Claude vit là avec sa conjointe et les 2 enfants de celle-ci, qui découvre au passage que des policiers sont là et qu'ils viennent l'arrêter pour meurtre. Pour la famille du criminel, c'est un choc total. Ils pensaient connaître Claude et le prenaient pour un homme ordinaire, un simple menuisier qui travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Bah non en fait, c'est un prédateur sexuel et un meurtrier. Là on parle d'une chute de 15 étages sans parachute. L'histoire criminelle de Claude remonte en réalité à bien plus loin que ne l'imaginent la plupart des gens. Elle commence en 1991. Il n'a alors que 30 ans et vit dans la région du Saguenay. Le 16 avril de cette année-là, il agresse sexuellement une jeune femme de 19 ans à Jonquière. Un crime qui lui vaut 1 an de prison, assorti de 3 ans de probation 2 ans plus tard. C'est là sa première condamnation officielle. Mais les policiers pensent qu'il a déjà commis d'autres méfaits sans se faire prendre auparavant. Après ça, Claude semble en tout cas avoir pris goût à la violence sexuelle et développe une véritable compulsion. Durant les années qui suivent, il accumule les condamnations dans plusieurs villes du Québec. Son dossier criminel s'étoffe régulièrement avec des accusations portées à Chicoutimi, Trois-Rivières, Joliette, Québec et bien sûr Montréal. On lui reproche successivement des agressions sexuelles, des introductions par effraction et des voies de fait. Claude déménage constamment, parce qu'il change de ville dès que les forces de l'ordre commencent à s'intéresser à lui de trop près. Une instabilité géographique constante, typique des prédateurs sexuels qui tentent d'échapper à la surveillance policière
en changeant régulièrement de territoire de chasse. Mais c'est fin 2003 que Claude franchit un cap décisif. Le 10 octobre, il tente d'enlever une fillette de 9 ans près de l'école Philippe Labarre, dans la municipalité de Mercier, à Montréal. L'enfant marche en direction de son établissement scolaire en début de matinée, quand Claude l'aborde, l'agrippe fermement et tente de l'embarquer de force dans sa voiture. Son intention est claire. Il veut l'emmener dans un endroit isolé pour abuser d'elle et probablement la tuer ensuite. Heureusement, la petite fait preuve d'un courage et d'une détermination extraordinaires pour son âge. Elle se débat comme une furie, crie de toutes ses forces, parvenant même à griffer et à mordre Claude. Ce dernier est si surpris par cette résistance acharnée qu'il finit par lâcher l'enfant, qui s'enfuit alors en courant pour alerter des adultes. Les témoignages recueillis sur place permettent d'identifier très rapidement le coupable. Claude est arrêté dans les heures qui suivent et accusé de tentative d'enlèvement. Cette fois, la justice prend l'affaire au sérieux. Le 20 juin 2005, l'homme est condamné à 40 mois de prison et le juge ordonne qu'il fournisse un échantillon de son ADN à la Banque nationale de données génétiques. C'est cette décision judiciaire qui permettra, 4 ans plus tard, de pouvoir faire un lien avec le meurtre de Natacha. Pendant son incarcération, Claude fait l'objet d'évaluations psychologiques approfondies. Et déjà à l'époque, les conclusions des experts sont sans appel. C'est un prédateur sexuel attiré par les femmes vulnérables et les enfants, qui n'a strictement aucune empathie envers ses victimes, ce qui le rend particulièrement dangereux. Les psychologues ont en réalité identifié chez Claude tous les traits caractéristiques de la psychopathie. Manipulation, absence de remords, charme superficiel et mégalomanie. Et ceux qui y voient des points communs avec nos hommes politiques, c'est vous que ça regarde. Claude est capable de mentir avec un naturel déconcertant et de donner le change auprès de son entourage. Qu'est-ce que je viens de dire pour les hommes politiques? Par conséquent, les experts recommandent que Claude fasse l'objet d'une très étroite surveillance après sa libération. Malheureusement, quand il sort de prison, les mesures mises en place se révèlent pour le moins insuffisantes. Peu après, il rencontre une mère célibataire de 2 enfants et s'installe à Montréal avec elle, puis il décroche un poste de menuisier. Tout le monde croit que Claude veut vraiment se ranger parce que, en surface, il mène effectivement une vie des plus normales. Il va au boulot tous les jours, subvient aux besoins de son foyer et prend part aux activités familiales. Sa conjointe et ses enfants ne soupçonnent absolument rien des réalités de son passé criminel. Claude leur a raconté des mensonges sur ses années de prison, prétendant avoir été incarcéré pour des délits mineurs. Sauf qu'en réalité, il continue de nourrir de violents fantasmes. Il fréquente régulièrement les motels miteux de la région de Laval, notamment le motel Lido et le motel Idéal. Des établissements que Claude décrit lui-même comme des endroits qui ne coûtent pas cher, où il peut retrouver des prostituées avec qui il assouvit ses pulsions sexuelles. Dans le dos de sa conjointe, évidemment. Afin d'éviter les questions embarrassantes, il prétend sortir faire des courses et rentre toujours avec des achats pour que tout le monde croie à ses bobards. Cependant, malgré ses escapades régulières, Claude est en proie à une frustration sexuelle grandissante. Incapable d'assouvir ses fantasmes les plus malsains, il est de plus en plus tendu, sans mauvais jeu de mots. D'autant plus qu'il ne prend pas de substance qui l'aide à rester calme. Après avoir été alcoolique, Claude est devenu un gros consommateur de cocaïne et de crack au fil du temps. Des drogues qui décuplent ses pulsions violentes. Quand il est sous emprise, il devient capable du pire. Et c'est exactement ce qui s'est passé le 1er octobre 2009. Reste à lui faire avouer ce qu'il a commis. Et ça, c'est pas gagné d'avance. Suite à son arrestation pour le meurtre de Natacha, Claude est emmené au bureau du shérif, où il est questionné pendant 6 heures consécutives. C'est le sergent détective Jean-François Paget qui mène cet interrogatoire, assisté de son collègue Stephen Abraham. Dès le début, Claude opte pour le déni total et soutient qu'il n'a rien à voir avec la mort de Natacha. Il prétend qu'il ne l'a jamais vue et affirme que les seules choses qu'il sait sur l'affaire sont celles qu'il a apprises en regardant la télévision, comme tout le monde. Mais les enquêteurs sont pas dupes. Lors de l'inspection de la Ford Windstar bleue de Claude, des projections de sang y ont été découvertes grâce à l'utilisation du luminol. Un élément qui prouve à lui seul que l'homme a tenté de nettoyer son véhicule à fond pour effacer toute trace de son crime. Disons-le franchement, il a pas vraiment l'air d'un maniaque de la propreté qui aurait fait ça juste pour le plaisir. Il y avait du sang sur un tapis de sol, sur une couverture qui recouvrait la banquette du milieu, ainsi que sur un siège du côté passager. Une paire de cisailles a également été retrouvée dans la voiture. Et quand on sait que les cartes de Natacha ont été découpées... Et puis, sans parler de tout ça, il y a une preuve ADN incontestable, le sperme de Claude, retrouvé sur le corps de la victime. Placé face à l'évidence, Claude lâche une phrase qui va le poursuivre jusqu'à son procès. D'un ton posé et froid,
Il leur dit que s'il voulait tuer quelqu'un, il irait plutôt à la chasse. Cette réflexion spontanée en dit long sur ce qu'il pense réellement des femmes. Pour lui, elles ne sont effectivement que des proies qu'il peut chasser et supprimer à sa guise selon son bon plaisir. Il les déshumanise totalement, ce qui le rend tout à fait capable de se débarrasser d'un corps vulgairement, comme l'a fait le meurtrier de Natacha. Malgré les preuves qui s'entassent contre lui, Claude refuse formellement d'admettre son implication. Il faut dire qu'il n'a jamais avoué aucun de ses crimes auparavant. Peut-on réellement espérer qu'il change son fusil d'épaule maintenant? Cela dit, aveu ou pas, l'accusation a de quoi faire et entend bien obtenir justice pour Natacha Cournoyer. En mai 2011, soit près de 2 ans après le meurtre de Natacha, Claude comparaît devant la Cour supérieure du Québec pour répondre d'une accusation de meurtre au premier degré. Le procès s'annonce comme l'un des plus suivis et des plus marquants du pays. La sélection du jury a nécessité plusieurs jours de procédure minutieuse. Les avocats des deux parties ont interrogé longuement les candidats jurés pour s'assurer de leur impartialité dans cette affaire très médiatisée. Finalement, 12 jurés sont retenus. 8 hommes et 4 femmes vont devoir décider du sort de Claude, avec une consigne particulière. Il leur a été formellement demandé par le juge de ne pas évoquer les procédures en cours sur les réseaux sociaux. En 2011, ces derniers commencent déjà à poser des problèmes, alors inédits à la justice. L'accusation est menée par la procureure de la Couronne, Éliane Perrot, une femme d'expérience rompue au grand procès criminel. Face à elle, Claude est défendu par 2 avocats réputés, maître Richard Rougeau et Sonia Mastro-Matteo, qui vont tout tenter pour sauver leur client d'une condamnation à vie. Et au passage s'assurer de faire un bon coup médiatique pour bien faire la pub de leur cabinet, mais ça, c'est un autre sujet. Dès sa déclaration d'ouverture, la procureure plante le décor sans concession. Elle explique aux jurés que Claude a enlevé puis tué Natacha pour obtenir une gratification sexuelle parce qu'il était frustré. L'homme s'est attaqué à une femme entièrement à sa merci et incapable de se défendre. En l'absence d'aveu de la part de Claude, le déroulé des événements a dû être reconstitué. Et il est glaçant. Dans l'après-midi du 1er octobre, le meurtrier prend une chambre au motel Lido, où il se rend régulièrement. Il entend pouvoir se droguer tranquillement, loin des yeux de sa compagne. Ce jour-là, il consomme d'importantes quantités de stupéfiants. Selon ses propres déclarations, il aurait ingéré 4,5 grammes de cocaïne et 10 cailloux de crack. Des doses massives, qui auraient pu tuer un consommateur occasionnel. Et même lui, L'établissement dans lequel il a pris une chambre est situé boulevard des Laurentides, à 3 minutes en voiture de Place Laval, le lieu de travail de Natacha. Claude s'y rend vers 18h35. Sur les images de vidéosurveillance du parking, on peut le voir entrer et garer son véhicule à côté de la Mazda 3 de la victime. La défense affirme qu'il est venu là simplement parce qu'il avait donné rendez-vous à son dealer à cet endroit. Mais tout porte à croire qu'il était en réalité en chasse. Sous l'effet des drogues, Claude commence à observer l'environnement avec les yeux d'un prédateur. Il remarque que le fond du parking est peu éclairé, qu'il y a un bois à côté, et que les caméras de surveillance ne couvrent pas toute la zone. Il sort même de son monospace pour faire du repérage. À ce moment, il prémédite son futur crime. L'homme retourne à son véhicule et guette les employés qui sortent de l'immeuble, notamment les femmes seules. Il a même pris des cordes pour ligoter sa future victime. Après avoir attendu une opportunité de passer à l'acte pendant presque 1 heure, Claude repère une joggeuse vers 19h30. Mais comme vous le savez, il ne parvient pas à l'agresser et sa première tentative se solde par un échec. Cependant, ça ne le décourage pas. C'est même l'inverse. Ça renforce sa rage et sa frustration. Alors, quand Natacha sort de l'immeuble après 20h, Claude est plus déterminé que jamais. Il sait exactement comment il va s'y prendre, vu qu'il a eu tout le temps de planifier son attaque et de visualiser chaque étape de son crime. Lorsque Natacha arrive près de sa voiture pour déverrouiller sa portière, Claude surgit de l'ombre. En quelques secondes, il la maîtrise et l'enferme dans le coffre de son monospace. Malgré sa résistance, Claude emmène ensuite Natacha dans sa chambre au motel Lido. C'est là qu'il la torture pendant des heures. Il la ligote, la bâillonne, l'agresse à de multiples reprises et la frappe si violemment au visage qu'il lui casse le nez. Durant ce calvaire qui dure plusieurs heures, Natacha est totalement à la merci de son bourreau. Selon la reconstitution de la Couronne, Claude étrangle finalement sa victime de ses propres mains. Aux alentours de minuit, Natacha Cournoyer a rendu son dernier souffle dans cette chambre de motel miteux, loin de sa famille et de tous ceux qu'elle aimait. Après l'avoir tuée, Claude charge le corps dans son véhicule et prend la direction de Montréal.
Il emprunte l'autoroute 19 et découpe méticuleusement la carte d'employé, la carte d'identité et les cartes bancaires de Natacha en 28 morceaux, avant de jeter le tout. Vers 2h du matin, Claude arrive à Pointe-aux-Trembles. Il connaît cet endroit isolé, près d'une rampe de mise à l'eau, et pense que personne n'y viendra. C'est là qu'il abandonne le corps de Natacha, sans même prendre la peine de l'enterrer ou de le cacher. Comment peut-on justifier de tels actes? C'est tout bonnement impossible. Mais contre toute attente et en dépit des conseils pressants de ses avocats, Claude décide de témoigner pour sa propre défense. Un choix extrêmement risqué, parce qu'il va devoir s'expliquer publiquement face aux preuves accablantes qui l'incriminent. Et le résultat est assez pitoyable. Les questions de l'accusation énervent Claude, qui a les yeux constamment rivés au sol, et refuse de regarder les jurés en face. L'homme bégaye en livrant un récit décousu et ponctué de trous de mémoire suspects. Claude admet avoir tué Natacha, mais assure avec un aplomb déconcertant qu'il n'en avait pas l'intention. Selon lui, tout ça n'était qu'un malheureux accident. Il prétend qu'il s'est rendu sur le parking de Place Laval parce qu'il avait fixé un rendez-vous à son dealer là-bas, et qu'il a abordé Natacha tout à fait normalement quand il l'a vue. Cerise sur le gâteau, elle a librement accepté de le suivre au motel et lui a spontanément offert une fellation. Puis, sans raison apparente, Natacha a commencé à le frapper. Claude a donc dû se défendre et l'a malencontreusement tué. Il y en a qui doutent vraiment de rien, parce que cette version des faits entre en totale contradiction avec toutes les preuves médico-légales présentées au procès. Comment expliquer les traces de ligature visibles sur les poignets et les chevilles de Natacha, ou même les marques de strangulation autour de son cou, et les multiples coups qu'elle a reçus au visage, si elle était vraiment consentante? Claude ne parvient évidemment pas à répondre de manière cohérente à ces questions quand on les lui pose. Pour tenter de minimiser sa responsabilité pénale, il met en avant sa consommation massive de drogue ce soir-là, ce qui est une stratégie de défense aléatoire car sachez que dans beaucoup de pays, c'est justement une circonstance aggravante. Le pharmacologue Louis Léonard est appelé par la défense et explique aux jurés que de telles doses ont effectivement pu conduire Claude à commettre des actes imprévisibles. Sauf que la contre-expertise demandée par la couronne contredit formellement cette théorie, tout simplement parce que le comportement organisé décrit par Claude lui-même n'est absolument pas compatible avec celui d'un individu fortement intoxiqué par les drogues. Selon un autre spécialiste, un homme ayant consommé de telles quantités de stupéfiants n'aurait pas été capable de planifier ou d'exécuter un enlèvement aussi méthodiquement. Claude a donc menti sur les doses qu'il affirme avoir prises, vu qu'il était maître de ses décisions et parfaitement conscient de ce qu'il faisait. Le contre-interrogatoire mené par Eliane Perrault est impitoyable. La procureure expérimentée confronte Claude à ses contradictions et ses mensonges, en démontant sa version des faits point par point. Elle lui rappelle notamment la phrase abjecte qu'il a prononcée lors de son interrogatoire après son arrestation. « Si je voulais tuer quelqu'un, j'irais plutôt à la chasse. » La défense, menée par Richard Rougeau, tente un dernier effort désespéré pour sauver Claude de la prison à vie. Ses avocats plaident pour un verdict de culpabilité pour homicide involontaire, soutenant que leur client n'avait pas véritablement l'intention de tuer Natacha, que sa mort résulte d'un tragique accident dans le contexte d'une relation sexuelle qui aurait mal tourné. Mais cette plaidoirie peine évidemment à convaincre les jurés. Les preuves qu'il y a bien eu préméditation sont trop nombreuses pour que quiconque puisse sérieusement croire à un simple accident. Les délibérations du jury ne durent que 2 jours. Le 23 juin 2011, les 12 jurés reviennent dans la salle d'audience avec un verdict unanime. Claude Larouche est déclaré coupable de meurtre au 1er degré, avec préméditation donc. Quand la sentence tombe, il ne bronche pas et reste impassible, comme détaché de la réalité. Prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Cette condamnation représente une victoire importante et symbolique pour la justice. Mais elle ne clôt pas définitivement le dossier, parce qu'il s'avère que Claude ne s'est pas arrêté au meurtre de Natacha. 10 jours après l'avoir tuée, alors qu'il savait que la police enquêtait activement sur cette disparition très médiatisée, il s'en est pris à quelqu'un d'autre. La victime est une dénommée Dominique Martel, une femme âgée de 48 ans qui offre des services d'escorte sous la forme d'annonces publiées dans le Journal de Montréal. Claude l'a appelée le 11 octobre 2009. En se faisant passer pour un potentiel client. Puis il s'est rendu chez elle dans son appartement du quartier de Hochelaga-Maisonneuve vers 21h. Une fois sur place, il a demandé à Dominique d'enfermer son chien dans la salle de bain. Puis il a sorti une dose de cocaïne et l'a ostensiblement consommée sous ses yeux. C'est à ce moment qu'il est devenu violent et a explosé, pour reprendre les mots de Dominique. Claude s'est brutalement jeté sur elle
lui a donné des coups de poing au visage et a tenté de l'étrangler, comme il l'avait fait avec Natacha. Sauf que Dominique ne s'est pas laissé faire et s'est défendue comme une tigresse. Elle a mordu Claude, l'a griffé et a résisté à ses tentatives d'étranglement jusqu'à parvenir à casser ses lunettes. Grâce à ça, elle a réussi à gagner le balcon de son appartement, où elle a pu crier au secours pour alerter des voisins. Claude, frustré par cet échec, a immédiatement pris la fuite, en laissant derrière lui un indice crucial, les débris de ses lunettes cassées, sur lesquelles les enquêteurs ont trouvé son ADN. C'est ainsi que le 28 juin 2013, Claude plaide coupable à une accusation de tentative de meurtre sur Dominique. Il admet officiellement avoir tenté de tuer une autre femme moins d'1 mois après son premier meurtre. Fort de ces 2 condamnations successives et du solide dossier qu'il a contre Claude, le ministère public prend une décision exceptionnelle. Il demande officiellement à ce qu'il soit déclaré délinquant dangereux. Une procédure relativement rare au Canada, qui permet d'imposer une détention à durée indéterminée aux criminels jugés trop dangereux pour être un jour remis en liberté. La procureure Rachel Pitre présente cette requête en expliquant que Claude a un profil criminel exceptionnel, qui nécessite un traitement judiciaire tout aussi extraordinaire. Elle souligne qu'il a commis un meurtre avec préméditation et une tentative de meurtre dans un intervalle de temps très court. Claude présente un risque de récidive qui n'est tout simplement pas assumable pour la société. Le 15 mai 2014, après avoir examiné l'ensemble du dossier et les rapports d'expertise, la juge Joanne Saint-Gelais le déclare effectivement délinquant dangereux. Cette décision historique signifie qu'il a de grandes chances de passer le reste de ses jours en prison, même après 2034, année durant laquelle il deviendra, théoriquement, éligible à une libération conditionnelle. À l'heure actuelle, Claude Larouche est incarcéré dans un pénitencier du Nouveau-Brunswick. Selon ses avocats, il a adopté une attitude conformiste et n'a jamais fait l'objet de mesures disciplinaires particulières en détention. Mais cette tranquillité apparente ne doit en aucun cas faire oublier qu'il reste un prédateur sexuel d'une grande dangerosité. Les autorités soupçonnent d'ailleurs très fortement Claude Larouche d'avoir fait d'autres victimes au cours de sa longue carrière criminelle. Le meurtre de Sonia Frappier, cette escorte de 30 ans, retrouvée morte à Laval en août 2009, présente des similitudes troublantes avec celui de Natacha Cournoyer. Les 2 femmes ont été tuées de manière brutale. Leur corps portait des traces de violence. Et elles ont été abandonnées dans des lieux isolés, sans aucune précaution. La chronologie est également suspecte. Sonia en août, Natacha en octobre, avec un perfectionnement visible des méthodes entre les 2 crimes. D'après des sources policières, citées par le quotidien The Gazette, Claude aurait été formellement suspecté d'avoir commis les meurtres de 3 autres femmes au total. Des enquêtes qui n'ont malheureusement jamais abouti à des accusations formelles, faute de preuves matérielles suffisantes. Mais elles montrent l'ampleur potentiellement terrifiante de ces crimes. La police de Montréal a également rouvert officiellement les dossiers d'au moins 2 meurtres de femmes demeurés non résolus, dont l'un remonte au début des années 90. Cette période correspond exactement aux premières activités criminelles connues de Claude Larouche dans la région de Jonquière et de Saguenay. L'affaire Natacha Cournoyer soulève des questions fondamentales et dérangeantes qui reviennent malheureusement assez souvent. Pourquoi un homme avec un tel passé criminel a-t-il pu circuler librement pendant si longtemps? Le cas de Claude Larouche illustre les limites criantes de la surveillance des délinquants sexuels au Canada. Malgré ses condamnations antérieures répétées et des évaluations psychologiques qui le décrivaient formellement comme extrêmement dangereux, il a pu s'installer à Montréal et reprendre tranquillement ses activités criminelles en toute impunité. Voici pour cette terrible affaire criminelle canadienne. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez Canada en commentaire. N'oublie pas de t'abonner à CyberGhost en cliquant sur le lien en description pour bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Protège ta vie privée, débloque des contenus exclusifs et fais des économies avec CyberGhost. Tu peux l'essayer sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Merci d'être toujours présent sur les vidéos, ça me fait extrêmement plaisir. Si vous avez oublié de vous abonner, n'hésitez pas à le faire, c'est juste là. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très vite. Bye.